Mouche pas, c'est moi. Livre écrit par Thierry Jaillant. Chapitre 1. Tout me va. Mais oui, ça te va, me dit Isabelle. Je m'examine devant la glace en hochant la tête avec un air de doute. Je demande à M. Zimmermann de la maison Zimmermann de père en fils. Qu'en pensez-vous ? Ce costume est fait pour vous. Moi, je ne suis pas plus avancé. Tu ne le trouves pas un peu grand, Isabelle ? C'est une simple question de retouche, s'est empressé de me répondre M. Zimmermann. Vous aurez un véritable costume sur mesure, comme promis. Ce matin, Isabelle avait réussi à me convaincre d'aller m'acheter quelques vêtements différents. Elle en avait assez de me voir toujours habillé de la même façon. Un vieux blue jean avec un t-shirt noir soi-disant ridicule. Moi, je me sens bien ainsi, pourquoi vouloir me faire changer d'apparence ? Voilà pourquoi je suis là, dans le quartier du Sentier, le temple du costume sur mesure à prix négociable, devant cette glace à essayer d'apprécier ce que je vois. Je ne suis pas encore pleinement convaincu. Monsieur Zimmermann le sent, c'est pourquoi il rajoute. Ce costume est parfait pour vous, les rayures sont indémodables, vous savez ? Moi, j'ai l'impression de ressembler à un zèbre. Mais non, me dit Isabelle agacée, et puis tu n'as qu'à t'en faire un second, voire un troisième. Voilà justement ce qu'il ne faut jamais dire devant un tailleur du Sentier. Monsieur Zimmermann fait de suite venir une petite main fort sympathique et souriant à souhait pour rapidement prendre méticuleusement mes mesures. Pendant ce temps, je me tourne une nouvelle fois vers la glace tout en pensant. J'ai beau me regarder, je ne me reconnais plus dans ce costume. Pourquoi est-ce nécessaire d'en posséder un ? Oh, et puis zut, je ne dis plus rien, je suis là pour faire plaisir à Isabelle, après tout. Une bonne heure plus tard, nous ressortons de la boutique avec 3 costumes en commande. Un bleu, un autre à rayures et un beige plus léger pour l'été. Il me faut maintenant des chaussures, bien évidemment, plus quelques autres pantalons et polos de marque soi-disant décontractés. Plusieurs magasins plus tard, j'ai maintenant de quoi remplir mon dressing. Délesté de quelques milliers d'euros, je décide d'aller enfin me faire véritablement plaisir en allant dans un bon restaurant. Je souhaite faire découvrir à Isabelle un des endroits de Paris où l'on mangeait vraiment bien. J'y venais très souvent du temps où je vivais dans la capitale. Une fois arrivé dans le 11e arrondissement, rue de Charonne, pas très loin de la Nation, je suis déçu de constater que mon cher Bougna est remplacé par un pressing chinois. C'est vrai que, niveau hygiène, on passe d'un extrême à l'autre. Fini le temps où le patron, rentrant de sa livraison de charbon, se lavait les mains dans l'eau où flottaient les verres sales. Fini le temps où la voluptueuse patronne passait de table en table pour s'assurer que les clients avaient bien terminé leurs assiettes, remplies généreusement avec le plat du jour. La fin d'une époque. Quelle déception. Bon, et maintenant, où allons-nous ? Demanda Isabelle qui sent que je pars pour un long moment de déprime à repenser à mon passé. Où tu veux, je n'ai plus d'idée. C'est finalement dans une brasserie de la place de la Nation où nous avons déjeuné, avant de rapidement reprendre l'autoroute A13 direction Cabourg, mon lieu de résidence actuel. J'apprécie cette ville en toute saison. J'aime sa tranquillité hivernale où à peine 5000 personnes vivent recluses avant l'arrivée des 50 000 touristes ou propriétaires de résidences secondaires. J'ai appris à aimer le calme, alors que j'avais toujours vécu en communauté à Paris ou en proche banlieue ghetto. Dans ma première vie, j'étais un biker pur et dur. Je vivais avec et pour mon club, les Motorcycle Boys. Un club à 3 lettres qui signifiait dans ce milieu très codifié que nous n'étions pas des tendres. Je faisais partie de l'élite avec mes 1% et mes MC cousus sur ma veste de cuir, avec tout un tas d'autres choses dans mon dos, logo du club avec tête de mort et grande faucheuse. J'avais réussi à quitter mes frères à l'amiable après mon accident de moto, la perte de l'amour de ma vie et accessoirement en ayant fait fortune sans le vouloir. De mon ancienne vie, je n'ai gardé contact qu'avec Isabelle Delatour, l'ancienne directrice du centre de Belle-Mère où j'avais séjourné de très longs mois après mon accident. C'était elle qui s'était occupée de moi lors de ma sortie. Elle m'avait trouvé un appartement meublé proche de chez elle. Elle avait réussi à me redonner le goût à la vie après la disparition d'Elisabeth, ma bien-aimée. Isabelle est aujourd'hui ce que j'ai de plus cher. Pour être sincère, je m'ennuie énormément. Je n'arrive pas à me trouver de nouveaux amis. Je suis encore très touché par les drames de mon passé. Je me pose très souvent beaucoup de questions sur cette nouvelle vie d'homme riche sans but précis. Isabelle me sort souvent au cinéma, restaurants, concerts et autres. Elle m'invite systématiquement lorsqu'elle organise une soirée chez elle. Cela ne me déplaît pas de rencontrer ses amis. Certains sont même franchement sympathiques, mais je n'arrive pas à rendre l'amitié que l'on me propose. Cela changera peut-être un jour. Pour le moment, je suis franchement tristounet de ma visite à Paris.
Pour oublier, pour m'occuper l'esprit, je décide de déballer les 2 derniers cartons restants de mon emménagement. Je les avais oubliés dans un coin de mon garage. Je les ai remarqués lorsque nous sommes rentrés de notre journée shopping. Je possède un très grand garage qui devait me servir à restaurer de vieilles Harley Davidson. C'était un projet qui n'avait pas abouti par manque de motivation. Finalement, des vieilles motos, je n'en possède qu'une, mon vieux chopper sur une base de 1240 pour les connaisseurs. Autrement, j'ai toujours ma fameuse Harley Fatboy avec son moteur Milwaukee 8 Big Twin modifié, un monstre de 150 chevaux. C'est avec elle que j'ai eu mon stupide accident. Les machines sont bien au chaud sous leur housse. Je roule maintenant en Peugeot 308 GTI. Sportive, mais rien de transcendant. En fait, les voitures, ça m'ennuie. J'ai pourtant largement les moyens de m'acheter celles que je voudrais, y compris les plus luxueuses, sportives et hautes. Mais non, j'ai choisi celle-ci sur un coup de tête. C'est d'ailleurs Isabelle qui l'a conduit et s'en sert pour aller travailler. Elle a également déménagé. Elle a quitté Dinan pour venir s'installer à Dives-sur-Mer, une ville voisine. Elle a quitté la direction du centre de Belle-Mer. Elle est devenue consultante pour la mise aux normes des centres de réadaptation fonctionnelle de la région. Elle est fonctionnaire d'État et gère son emploi du temps comme elle l'entend. Elle ne s'ennuie pas. Son métier lui plaît. Elle fréquente du monde, c'est très bien ainsi. Revenons à mes cartons. Je sors de ma poche mon éternel couteau à cran d'arrêt et d'un geste sûr et précis, je tranche les rubans adhésifs. Alors, que me caches-tu, carton ? Oh bah merde alors, j'avais complètement oublié ton existence. Je viens de retrouver une véritable relique. Mon vieux téléphone portable datant de l'époque où l'on ne faisait que téléphoner et envoyer quelques coûteux SMS. Par curiosité, vu que son chargeur est rangé à côté de lui, je décide de le mettre en charge histoire de voir s'il fonctionne encore. Comme je ne regarde pas mes comptes, il est même possible que je continue à payer son forfait. En vérité, j'ai peur de l'allumer et de retrouver des messages échangés avec Elisabeth, mon grand amour disparu, ou d'entendre Monique, ma grosse amie également disparue avec son nouvel amant, Vincent. N'étant pas du genre patient, je décide de tenter ma chance en appuyant sur le bouton on de ce téléphone après 10 petites minutes de charge. À ma grande surprise, il s'allume. Il me demande à présent le code PIN. Ayant une bonne mémoire, je le tape et l'écran de bienvenue apparut. Le téléphone se met ensuite curieusement à rechercher de nouveaux messages, et le plus surprenant, c'est qu'il en trouve. Ils arrivent en nombre, il y en a 16. Sa petite mémoire est saturée. Je suis très surpris, je me mets à regarder bêtement cette petite chose sans oser y toucher. Au bout d'un petit moment, je deviens curieux. Je veux savoir qui a pu me laisser ces messages. J'appuie donc sur le bouton « Appel reçu ». Il y a des messages du geek, du dreamer et du boss. Ce sont d'anciens frères bikers. Dans ce milieu, chacun est affublé d'un pseudonyme qui le définit. Oh, j'avais le mien, Mad Max. J'en étais fier, aujourd'hui je le trouve ridicule. Je me trouve tout bête devant ces noms écrits devant moi. J'ai une peur panique de ce que je pourrais entendre en écoutant la messagerie, alors je préfère refermer le clapet de ce téléphone et le reposer par terre pour le laisser se recharger. Chapitre 2. Au secours. D'habitude, le sommeil n'est pas un problème, mais avec le retour de mon Nokia, rien à faire. Mes volets refusent de se fermer. C'est triste un plafond la nuit, pas grand-chose à voir. C'est mon cerveau qui mène la danse et me ressort ma boîte à souvenirs, les bons, les moins bons et les mauvais. Pas la peine de lutter, je suis certain de m'engouffrer dans des pensées qui laisseront de bien vilaines traces sur mon humeur. Alors, à peine 2 heures après m'être emballé dans ma confortable couette, je me suis relevé pour aller écouter ce que ce téléphone cache dans sa mémoire. À tâtons, j'atteins ma salle à manger. Avant de m'asseoir, je jette un œil vers ma cafetière et décide de me préparer ce que mon coffret Nespresso m'offre de plus costaud. Je m'assieds pour déguster ce doux nectar et tasse en main, me voilà reparti dans mes pensées. Je me ressaisis. J'attrape ce foutu téléphone, je lui ouvre son clapet, je l'allume et je lui tape son code PIN. Le voilà fin prêt à me dévoiler ses messages. Le premier à m'en avoir laissé un, c'est le geek, un ancien frère. Comme son nom l'indique, c'est le spécialiste de tout ce qui est numérique. Salut Max, j'ai vraiment merdé. Grand besoin de toi. Rappelle-moi dès que tu as ce message. Ce message date d'un bon mois et demi. C'est bizarre, le geek est un type sûr qui ne demande jamais rien. C'est plutôt nous qui le sollicitons. Second SMS, encore lui. C'est moi Max. J'espère que tu n'es pas fâché ou que rien de mal ne t'est arrivé. S'il te plaît, contacte-moi très vite. Dans le genre inquiétant, c'est pas mal. J'écoute maintenant ce que me veut le boss. C'est le grand chef des Motorcycle Boys, mon ancien club. Salut Max. T'as dû certainement avoir les messages du geek.
vraiment besoin de toi, rappelle-moi. Bah, cela devient gravissime. Même le boss me demande de le contacter. J'ai ensuite écouté le Dreamer. Je lui dois tellement. Il m'a tant aidé dans mes histoires de cœur. Rien de bien nouveau dans son message. Il me demande lui aussi de contacter le club au plus vite. Que s'est-il passé? Les messages suivants ne sont que des demandes d'aide. Le dernier d'entre eux est un véritable bouquet final. Max, dit le boss, c'est vraiment devenu une affaire de vie ou de mort pour le club. Non pas une mort administrative, mais plutôt du genre grande faucheuse. Appelle-nous. Que s'est-il passé? Ce qui me rassure, c'est que le dernier message ne date que de la semaine dernière. Malgré l'heure, je tente le coup et je décide de téléphoner au boss. Hiérarchie oblige. Au bout de 3 petites sonneries, il décroche en parlant curieusement tout bas. Enfin, je te rappelle dans une minute. Il me raccroche au nez sans que je n'ai pu dire un seul mot. Curieuse manière. À peine 2 minutes plus tard, qui m'ont semblé être une éternité, le téléphone se met enfin à sonner. Heureux de t'entendre, mon frère. Je suis sorti de chez moi, j'ai peur d'être sur écoute. Heureusement que tu as gardé ce téléphone intraçable. Oui, c'est bien lui, dis-je. Mais tu as du pot, car je l'ai ressorti d'un carton seulement hier soir. Que se passe-t-il pour que vous soyez tous si affolés? Ce n'est pas le genre de la maison que de céder à la peur. Ah, si tu savais dans quelle semoule nous a mis le geek. Bah, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Si tu veux, c'est un peu de ma faute aussi. Je l'ai poussé à développer un nouveau secteur d'activité très rentable. Par contre, je n'avais pas prévu que les emmerdes risquaient d'être à la hauteur des gains. C'est triste tout ça, mais raconte-moi. Je peux pas prendre le risque par téléphone. Nous serons chez toi demain. Vous savez où je vis? T'inquiète pas, on le sait. Alors bonne nuit et à demain. Il raccroche sans autre formule de politesse. Je ne l'ai jamais entendu parler ainsi. Dire qu'à la fin il a le culot de me souhaiter une bonne nuit. Pour essayer de m'endormir, je me dirige vers le bar et je me verse un bon verre de mon cognac Hennessy extra vieille réserve. Ayant perdu cette habitude, au 3e grand verre, je me suis écroulé sur mon divan. Chapitre 3. Retrouvailles. Couché sur mon divan, je n'ai pas entendu le bruit de ma voiture se garant devant mon garage, encore moins celui des clés dans ma serrure. Je dors profondément. Isabelle, qui venait me ramener ma voiture, fut très surprise de me trouver couché ainsi. Elle a dans les mains un sac rempli de croissants bien chauds. Lorsqu'elle voit la bouteille de cognac avec un verre renversé, elle comprit de suite. Cela faisait bien longtemps qu'elle ne m'avait pas vu ainsi. Elle ouvre les volets avec la télécommande et la lumière qui jaillit dans la salle me réveilla. « Eh bien Max, t'as eu un coup de blues? C'est d'avoir été à Paris qui t'a mis dans cet état? Allez, fais un effort, lève-toi, j'ai amené des croissants, c'est dimanche, alors je m'incruste. »« Ça sent bon, arrivai-je à dire. Mon canapé bouge comme un bateau en mer. Dans ces cas-là, le plus difficile, c'est d'accoster sans dégâts. Après une dizaine d'étirements, je réussis, après plusieurs essais, à lever ce corps si lourd qui est le mien. D'une démarche hasardeuse, je réussis à atteindre la table. Isabelle, experte en matins difficiles, me prépare un détox. Nous avions découvert ça lors d'un voyage dans les Caraïbes, un cocktail de jus de fruits avec un Doliprane. Bon, il n'était pas dans la recette originale, mais il est indispensable ce matin. J'avale cette mixture d'un trait, comme recommandé, et j'attends quelques instants les premiers effets bénéfiques. Ce fut rapide. 10 minutes plus tard, je suis capable de raconter mon histoire à Isabelle. Tu te souviens qu'hier, en rentrant de Paris, j'avais décidé de ranger les 2 cartons qui traînaient? Oui, je t'avais aidé à en rentrer un. Et alors? Eh bien, j'ai retrouvé mon vieux téléphone. Et t'as relu tes messages avec Elisabeth? Non, pas du tout. Il s'est allumé sans problème et j'avais de nouveaux messages. 16, je crois. Waouh, c'est fou ça. Après tout ce temps, des gens t'ont appelé sur ce numéro? Tes frères, je suppose. Yes, mais avec de curieux messages que je n'ai d'ailleurs toujours pas compris. Car accroche-toi ma poule, le boss, le geek et peut-être le dreamer doivent passer me voir ce matin. Passer te voir ici? Qu'est-ce qu'ils te veulent? N'oublie pas combien tu as souffert de toutes leurs histoires. Tu ne leur dois plus rien. Je sais tout ça. Apparemment, le geek a fait quelque chose de très grave et ils auraient besoin de moi. Le geek? C'est pourtant le plus équilibré de la bande. Effectivement, c'est curieux. Mais fais attention à toi, à ne pas te laisser embarquer dans une sale histoire. Bah, tu me connais. Ah oui, justement, dit-elle en riant. Le petit déjeuner terminé, je me dirige vers la salle de bain pour effacer mes excès lorsque la sonnette de ma porte d'entrée se met à réveiller mon mal de tête. Isabelle jette un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine et me dit « Il y a 3 types en survêtement avec leur capuche sur la tête devant la porte. Ils n'ont pas l'air très sportifs. Je vois une espèce de vieille Renault Kangoo garée devant le garage. Bouge pas, je vais voir ce qu'ils veulent.
Ils sont peut-être en panne. Fais gaffe quand même. T'inquiète pas, tu sais bien que je sais me défendre. Sur ces paroles prétentieuses, je me dirige vers la porte d'entrée un peu inquiet. Avant de tourner la clé, je vérifie si ma batte de baseball est bien à portée de main. C'est bon, elle est là. Je tourne la clé, j'ouvre et j'éclate de rire. Un rire a réveillé toute la Normandie. « C'est bien vous !» dis-je sans pouvoir m'arrêter de rire. Isabelle se demande ce qui m'arrive et vient à son tour. Elle se met à rire également en disant « Pas possible, c'est une blague !»« Pas vraiment, lui répondit le plus costaud. On peut rentrer dans votre cabane, je voudrais pas qu'on nous voie. Mais bien sûr, rentrez, leur dis-je en m'essuyant une larme. En tout cas, je suis super content de vous revoir, mes frères. Salut, boss, mon geek, Dreamer. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une longue histoire, nous répond le boss sur un ton assez sec. C'est à cause de monsieur le geek. Ouais, fallait pas me pousser à le faire. Et puis personne n'est infaillible, répond le geek sur un ton qui sent la grosse tension. Bon, allons nous asseoir. Au fait, je ne vous présente pas Isabelle. C'est ta régulière, lance le boss. Oh là là, lui dis-je d'un ton assez sec. Il n'y a pas plus de régulière ou autre dans ma vie. Isabelle est mon amie, un point c'est tout. Cette fois-ci, c'est moi qui ai haussé le ton. Il faut que je me calme. Isabelle fait le service des cafés et m'en refait un sans me demander. Les formalités de politesse achevées, me voilà disposé à écouter mes frères. Alors les caïds, je n'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce qui se passe? On vous a volé des motos et vos cuirs? Ne rigole pas, dit le boss. C'est bien pire que ça. Tu sais bien qu'une histoire de week-end volé, on sait gérer. Bon allez, je vais commencer par le début. Alors, non, vraiment, j'y arrive pas. Raconte-toi, dit-il en se tournant vers le geek. Ok, alors, tu sais... Oh les gars, reprenez-vous. On dirait des enfants qui n'osent pas raconter leurs bêtises à leurs parents. Mon intervention les fait se taire. Je ne les reconnais vraiment pas. Ils sont pâles, ils sont amaigris, tristes. Je pense que la situation doit être très grave. Chapitre 4. Enfin du son. Isabelle me regarde médusée. Elle ne m'a jamais entendu parler ainsi depuis ma sortie du centre de belle-mère. Mes 3 frères se regardent également, visiblement honteux. Il faut que je calme le jeu si je souhaite des explications. Bon, allez, soyons sérieux. Je vois bien que quelque chose de grave a dû arriver, leur dis-je. Vous êtes amaigris, tout pâle et surtout sans vos cuirs. Ok, dit le geek. Voilà. Il y a 1 an et demi de ça, en regardant les tendances de la filouterie sur le darknet, j'ai vu qu'il y avait une façon très simple de gagner facilement de l'argent. Faire du rançonnage. Ce n'est techniquement pas très compliqué, il suffit de s'introduire dans le réseau d'une entreprise, de lui bloquer son système informatique de manière à ce qu'il ne puisse ni remettre des sauvegardes, etc. et de leur envoyer un message sur leur écran leur demandant de payer pour que je les libère. C'est cool, non? Ah oui, c'est cool comme tu dis, et puis c'est vraiment à la portée de tous, dis-je en riant. Il n'y a que toi pour faire des trucs comme ça. Oh non, c'est assez répandu dans le milieu des hackers. Certainement chez les bons hackers, dit le boss sèchement. En tout cas, t'étais bien content de voir rentrer le pognon dans tes caisses, non? Lui cria le geek. Bon, calmez-vous. Reprends cette histoire calmement. Ok. Bon, nous avons rançonné une bonne centaine de boîtes un peu partout en Europe au pifomètre. J'avais même établi une grille de tarifs en fonction de la taille des fichiers et du nombre de postes connectés. Pas bête, hein? Non, c'est bien vu, et il y a eu un lézard, c'est ça. Pas un lézard, un T-Rex, lança le boss. Faut pas exagérer non plus. Ah bon, parce que tu crois que ça m'amuse de me déguiser en jogger du dimanche à la con et me taper 200 bords dans cette poubelle à me taper le cul par terre? Vous savez quoi, dis-je, vous ressemblez au marchand de poissons et au maréchal Ferrand dans Astérix. Pas vrai, mon poisson, en prenant une voix qui se veut comique. Tout le monde se mit à rire, cela détendit l'atmosphère. Nous avons pu écouter la fin de cette histoire tranquillement. Donc, dis-je, j'ai rançonné de mauvaises personnes. Ça, tu peux le dire. Des Russes, coffres qu'il est allé rançonner ce con. Des vrais, des Cosaques et tout. Oui, c'est vrai. Et au lieu de payer, ils ont débarqué avec mitraillettes, gros bras, très gros bras même. Tout ça au club. Ils voulaient quoi? Vous faire la peau? Et si c'était le cas, vous ne seriez pas là, alors quoi? C'est là que tu vas rentrer en jeu, mon frère, me dit le boss. Ils s'étaient renseignés sur nous, nos activités, et ils veulent que nous allions à Toulouse cambrioler une société. Enfin, pas tout à fait, juste entrer dans leur bureau, ouvrir le coffre-fort et copier les disques durs qui s'y trouvent. Sinon, enfin, je te fais pas de dessin, quoi. Waouh! T'as fait fort, en effet, mais pourquoi ces déguisements? Dit le boss, ils nous surveillent, alors j'ai prêté ma tenue et ma moto, tout comme le geek et le dreamer, à des frères ayant notre carrure.
En ce moment, ils se promènent... non, ils promènent les Ruskov du côté de Fontainebleau, je crois. Et nous, on a voulu te voir discretos. Bah pourquoi avez-vous besoin de moi? T'es le meilleur pour ouvrir les coffres. Surtout que là, nous avons affaire à un coffre de type pirate. Hein? Pirate? Pas plutôt corsaire? Dans tous les cas, c'est pratiquement impossible à ouvrir ces monstres. Bah ouais, mais toi, tu trouveras bien un moyen. Sinon tes frères, Pampan et repampan, dit le geek. Dans quelle histoire se sont mis mes frangins? Même si je ne leur dois rien, ça reste une histoire de famille. Et la famille, c'est sacré.